à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Niger, les autorités engagent des poursuites judiciaires contre le géant français de l'uranium Orano pour destruction écologique. Au Kenya, le président William Ruto soutient une baisse d'impôts en faveur des ménages les plus modestes. Et puis, au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, l'éducation s'impose contre le levier majeur de la transformation du continent. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous ouvrons ce journal par une actualité au Niger où les autorités militaires au pouvoir ont décidé d'engager des poursuites judiciaires contre le groupe français de l'uranium Orano. Elles accusent l'entreprise de destruction écologique liée à ses activités minières. Cette affaire intervient dans un contexte de remise en question des partenariats étrangers et de revendication d'une plus grande souveraineté sur les ressources naturelles, un sujet suivi de près dans l'Afrique de l'Ouest. Suivons ensemble. Les militaires au pouvoir au Niger ont décidé de poursuivre le géant français de l'uranium Orano en justice pour destruction écologique. Il s'agit là du dernier événement dans l'affaire qui oppose le Niger et la France. Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2023, les autorités militaires nigériennes ont nationalisé la filiale locale d'Orano dans le cadre d'un mouvement plus large visant à s'éloigner de Paris. Le pays a choisi de se tourner vers d'autres alliés tels que la Russie. Orano, détenu à 90% par l'État français, a déjà engagé plusieurs procédures judiciaires contre le Niger, accusant les autorités militaires de confisquer ses actifs dans le pays sahélien. En annonçant la contre-poursuite mercredi, le ministre de la Justice nigérien Alio Daouda a accusé l'entreprise française d'avoir provoqué une catastrophe écologique au Niger, déplorant la contamination de terres nigériennes par des déchets toxiques engendrés par l'exploitation minière, mentionnant notamment la présence de près de 400 barils de déchets radioactifs. Les poursuites engagées par le Niger se feront devant les tribunaux nationaux et étrangers afin d'obtenir une condamnation et des réparations. Au Kenya, le président William Ruto a défendu une proposition visant à relever le seuil du revenu minimum imposable de 24 000 à 30 000 shillings. L'objectif est de réduire la pression fiscale sur les ménages à faible revenu alors que le coût de la vie continue d'augmenter dans plusieurs pays africains. Suivons plutôt. Le président kenyan William Ruto a défendu la proposition visant à augmenter le revenu minimum imposable. Cette mesure, qu'il a qualifiée de progressive, permettra aux Kenyans gagnant un revenu mensuel inférieur ou égal à 30 000 shillings d'être exemptés du système paye, impôt sur le revenu. Originellement fixée à 24 000 shillings, cette nouvelle réglementation allègera le coût de la vie de 3,5 millions de salariés kenyans qui supportent une part importante de la charge fiscale du pays. S'exprimant mercredi à la State House,
Monsieur William Ruto a déclaré que cette mesure aiderait à protéger les ménages contre les difficultés financières récurrentes en augmentant leurs revenus disponibles. Les personnes à revenus élevés bénéficieront également d'un allègement, le taux d'imposition maximale étant plafonné à 30% contre 32,5 à 35% actuellement. La proposition a été soumise par l'Association des banquiers du Kenya, KBA, au Trésor national. La KBA fait valoir que l'ajustement des tranches d'imposition élargirait l'assiette fiscale, augmenterait les recettes publiques et encouragerait l'épargne et l'investissement. Au Gabon, l'opposition hausse le ton face à la situation politique et économique du pays. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Bitnze a déclaré que l'opposition entendait prendre ses responsabilités. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, fait face à ses premières contestations depuis son arrivée au pouvoir. Suivons ensemble. Ce n'est plus une crise nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'absence de réponse des autorités. Les enseignants ne demandent pas de droits nouveaux. Ils demandent d'avoir des salaires réguliers, ils demandent à être intégrés et avoir des régularisations. L'éducation, c'est fondamental. Et là, le pouvoir recrute des militaires. Nous, on préfère faire la guerre contre l'analphabétisation, contre l'illettrisme, pour que les Gabonaises et les Gabonais, notamment les jeunes, soient préparés aux défis de demain. Avoir des militaires qu'on a recrutés depuis maintenant 3 ans ne suffit pas pour qu'on ait une éducation de qualité, ça n'a pas de rapport. Ce que nous proposons, c'est que le gouvernement ait le courage de s'asseoir avec les enseignants et de régler les problèmes sur la durée. Ce n'est pas des problèmes nouveaux. Mais un accord a été signé ces derniers jours. Qu'est-ce qui manque pour sortir de cette impasse? Mais il faut mettre l'argent sur la table. L'accord qui est signé est un accord de principe. Il faut que les 27 000 enseignants que cela concerne aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas tous qui sont concernés par la situation de régularisation, il faut de l'argent sur la table. Or, l'argent a été dilapidé sur des projets non essentiels et là maintenant arrive le moment où il faut payer. Alors pour justifier ces décisions, le gouvernement met en avant le contexte budgétaire contraint dans un pays, je cite, lourdement endetté. Alors cette dette proviendrait de l'ancien régime d'Ali Bongo auquel vous avez participé en tant que Premier ministre. Estimez-vous ce soir avoir une forme de responsabilité dans les difficultés budgétaires que traverse votre pays? Vous savez, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est le rappel des chiffres. Lorsque je quitte mes fonctions, la dette de l'État était 56% du PIB. 3 ans après, on est à 73%. Elle est projetée à cette fin d'année 2026 à 80%. 2027, 85%. Et donc, c'est le gouvernement actuel qui a lourdement endetté le pays. Mais encore une fois... Et donc, vous n'y êtes pour rien? Non. Je vous dis encore une fois, nous sommes sur les critères de convergence de la CEMAC qui sont à 70%. Nous étions, nous, à 56%. Et donc, passer en 2 ans de 56 à 73%, c'est leur gouvernance actuelle. Mais Alain-Claude Billy Bitnze, certains de vos adversaires estiment que vos critiques en ce qui concerne la gestion budgétaire relèvent de l'hypocrisie. Que leur répondez-vous ce soir? Mais là, ce n'est pas moi. Ce sont les chiffres qui sont donnés par la CEMAC, par le FMI, par la Banque mondiale, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, qui, eux, ont des indicateurs clairs et qui démontrent qu'avant les militaires, nous avions une gestion plus maîtrisée. Nous avions un sort de budgétaire positif. Il est aujourd'hui négatif. Il va s'approcher des 6%. Nous avions les critères respectés en matière de maîtrise de l'endettement. Nous étions à 56%. Il va aller en 2027 à 85%. Et les chiffres du Gabon menacent l'équilibre de la CEMAC. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales. Continuons de parler économie. On en parlait il y a quelques instants avec le renouvellement de l'AGOA. Lors du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, les dirigeants africains et leurs partenaires ont mis en avant l'éducation comme principal levier de transformation de l'Afrique. Les échanges ont insisté sur l'investissement dans la formation, l'innovation et l'emploi des jeunes, considérés comme essentiels pour le développement durable du continent. Reportage à suivre. La question de l'éducation en Afrique s'est posée comme un levier de transformation numéro 1 à ce sommet des gouvernements à Dubaï. Un enjeu d'autant plus critique que près de la moitié de la population africaine d'ici à 2050 aura moins de 25 ans, rendant les besoins éducatifs aussi massifs qu'urgents.
L'éducation est un secteur très coûteux et dont les bénéfices se manifestent sur le long terme. On ne voit pas les résultats dans l'année qui suit l'investissement. C'est pourquoi de nombreux gouvernements ont tendance à ne pas la prioriser. Mais aujourd'hui, on observe une prise de conscience croissante, notamment en Afrique, où les pays comprennent que la croissance passe par l'éducation. Le fait que l'Union africaine ait fait de 2024 l'année de l'éducation a renforcé cette prise de conscience et a mis l'accent sur la nécessité de préparer la prochaine génération à participer au développement du continent. Pour financer l'éducation en Afrique, les discussions convergent vers un abandon progressif du tout-aide au profit de mécanismes financiers innovants et au renforcement de la souveraineté fiscale. Le Nigeria, avec la plus importante population d'Afrique, se positionne comme un acteur central de cette stratégie. Nous n'attendons pas que tous les défis disparaissent. Le Nigeria est un leader mondial et nous en sommes conscients. Notre président est très engagé et au niveau du gouvernement fédéral, nous travaillons activement pour tenir les promesses envers les Nigérians. Car si le Nigeria fonctionne, c'est l'Afrique qui fonctionne. Au Maroc, la ville de Sa El-Kébi, dans le nord du pays, est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies. Un plan d'urgence a été déclenché et la gendarmerie royale a procédé à l'évacuation de nombreux habitants en difficulté. Les autorités appellent à la vigilance face au risque d'inondation. Suivons plutôt. Au Maroc, la ville de Ksar el-Kébir, dans le nord, est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies. Un plan d'urgence a été déclenché et la gendarmerie royale a procédé à l'évacuation de nombreux habitants en difficulté. Un important dispositif logistique a été déployé avec notamment des véhicules tout-terrain et des camions pour le transport des sinistrés et la distribution d'aide alimentaire. Un dispositif d'accompagnement social et humanitaire a aussi été déployé. Dans la nuit de mardi à mercredi, de violents orages accompagnés de rafales soutenues ont provoqué une nouvelle hausse du niveau du fleuve Oued-Loukos, entraînant l'inondation de plusieurs quartiers, zones périphériques et axes routiers. Dans la province de l'Arache, plus de 80 000 personnes ont été évacuées, principalement dans la ville de Ksar el-Kébir, où 85% des habitants ont dû partir, secourus par les autorités ou par leurs propres moyens. Les autorités marocaines demeurent en alerte face aux prévisions météorologiques des jours à venir. Les précipitations pourraient atteindre des niveaux records. En Ukraine, les drones russes ont frappé la capitale Kiev ce 5 février 2026. La ville est confrontée à des coupures de courant et à un froid intense dans un contexte de reprise des frappes russes et de crise énergétique persistante. Image à suivre. En Espagne, la tempête Leonardo provoque de fortes pluies dans le sud du pays. Des alertes rouges ont été déclenchées, entraînant des évacuations, la fermeture d'écoles et des risques accrus de crues soudaines. Suivons ensemble.
Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. À Cuba, dans un climat de tension avec les États-Unis et par crainte de nouvelles difficultés économiques, des prêtres et prêtresses de la religion afro-cubaine Santeria ont organisé des cérémonies pour implorer la paix et la sécurité sur l'île. Plus de détails dans cet élément. Vêtements blancs en couleur de la paix, colliers et coiffes traditionnelles de la religion d'origine africaine Santeria et chants en langue yoruba apportés sur l'île par les esclaves africains à l'époque. Ces fidèles prient leur divinité pour protéger le peuple cubain des violences qu'ils jugent imminentes. Nous pratiquons ces purifications spirituelles pour instaurer une discipline qui nous permette de gérer la violence. Nous le faisons pour la société et pour nos familles. Une violence en provenance des États-Unis, car après le Venezuela, Donald Trump l'a plusieurs fois rappelé, le régime communiste cubain est dans le viseur de Washington. Alors sur place, on se prépare au pire. Nous croyons fermement que nous devons accomplir ces cérémonies et ces sacrifices afin que les coups que nous allons recevoir soient moins douloureux. Mais tant que ceux qui nous gouvernent ne comprendront pas notre message, nous ne pourrons éviter les catastrophes annoncées. Avec pour preuve un exemple daté du 2 janvier, ce jour-là, les prêtres, appelés les Babalaos, avaient annoncé des violences à Cuba. Le lendemain, le 3, Donald Trump capturait Nicolas Maduro un peu plus au sud, au Venezuela. Longtemps discriminée pendant la période coloniale à Cuba, la religion de la Santeria connaît son âge d'or dans les années 60, où elle devient de plus en plus acceptée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.